Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Gustav Gressel, chercheur associé, ECFR Berlin, Conseil européen des relations internationales. La conférence s'intitule « La guerre russo-ukrainienne et l'équilibre militaire futur en Europe ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors désolé, je ne parle pas bien français, j'aurais dû l'apprendre à l'académie militaire, mais les seuls effets que cela a eu à l'époque, c'est ça, c'est superposé à mon espagnol et je parlais les deux en même temps et ce n'était pas très bon. Mesdames, messieurs, chers auditeurs sur Internet, c'est un grand plaisir d'être devant vous pour parler du sujet, de la façon dont cette guerre pourrait se terminer ou pas. Avant de commencer mon intervention, je dois vous avouer quelque chose à titre d'excuse. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis quelque peu gratté la tête et je me suis dit, bien sûr, c'est un grand honneur d'être invité dans une université aussi prestigieuse, mais je vais bientôt aller en Ukraine à nouveau et ma femme a dit, non, tu ne peux pas dire... Ma femme a dit, non, tu ne peux pas dire non à la Sorbonne. Et donc, en tant que soldat, l'ancien Premier ministre Clemenceau a dit qu'une femme devrait être heureuse d'épouser un soldat. Et il n'y a que lui qui sait faire la cuisine, coudre et réparer ses affaires. Et surtout, il sait obéir. Donc, soit vous pouvez maudire ou remercier ma femme. Mais bon, quoi qu'il en soit. Après cet aveu, c'est un sujet éminemment complexe et compliqué. Et au début, je me suis dit, mon Dieu, c'est un sujet qui nous échappe tellement, je ne peux pas dire comment la guerre va se terminer, parce qu'elle ne va probablement pas se terminer pour un avenir prévisible et probablement pour les prochaines années. Et après avoir passé la nuit à y réfléchir, je me suis dit, peut-être que je pourrais dire quelque chose. La fin possible de la guerre en Ukraine, actuellement, est surtout un sujet de spéculation, et malheureusement, ces spéculations ont une importance politique parce que le dirigeant du LPD, au débat sur les missiles, a dit qu'il fallait figer la guerre. Alors là, c'est un petit peu de la pensée magique dans ces discussions impossibles ou bien les discussions sur une possible fin de cette guerre. Pour l'instant, en tout état de cause, c'est vraiment une dichotomie. C'est l'une ou l'autre des solutions qui va se produire. Soit la Russie gagne militairement ou l'Ukraine gagne militairement. Pour l'instant, il semblerait que la Russie semble être plus proche d'un tel moment. Cela dépend du soutien occidental, cela dépend du résultat des élections américaine à l'automne, à la fois la présidentielle, mais aussi les sénatoriales et celle du Congrès. Et pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre, il faudrait un soutien augmenté et soutenu de la part de l'Occident afin une fois que l'appareil militaire russe aura épuisé ses moyens matériels. Et là, cela se passera, si vous êtes un optimiste absolu, au plus tôt d'ici à 2026, mais plutôt d'ici à 2028, cela pourrait devenir probable. Une trêve d'épuisement entre ces deux dates est théoriquement possible, mais en pratique, ce serait très improbable. Pourquoi ? Eh bien, voyons tout d'abord quels sont les buts de la guerre russe. La Russie, si vous revenez sur les concepts de politique étrangère russe et même les premières publications de Poutine en tant que Premier ministre, même si vous remontez à l'époque Yeltsin, on voit 3 étapes fondamentales. Premièrement, pour améliorer la base financière, économique et technologique avec laquelle fonctionnait la Russie, pour moderniser la Russie, pour cela, il y avait besoin
d'une certaine de faire la place à l'Occident. Et puis ensuite, il fallait réintégrer les anciens territoires de l'URSS. Cela avait commencé avant Poutine. Cela avait commencé avec la communauté des États indépendants, son organisation et l'indépendance ou l'autonomie ou non des États. Mais bien sûr, Poutine a suivi une orientation beaucoup plus énergique et violente. Et troisièmement, après avoir passé les étapes 1 et 2, rétablir la Russie en tant que puissance commerciale. Cela a été camouflé par le débat sur la multipolarité, sur l'ordre mondial juste, pour citer les Chinois. Mais si l'on conceptualise ce que souhaite retirer la Russie de cette guerre, c'est que les trois s'intègrent les uns aux autres. La politique étrangère russe qu'elle essaye de concrétiser pour essayer de remettre l'Ukraine sous contrôle russe est assez ancienne, et cette ingérence politique dans les affaires intérieures de l'Ukraine par la Russie est assez ancienne. En gros, cela peut remonter aux premiers jours de l'indépendance ukrainienne et les tentatives visant à empêcher cette indépendance, parce que l'indépendance des pays baltes perturbait l'URSS, mais l'indépendance de l'Ukraine a mis fin à l'Union soviétique. Et donc, en gros, le Bélarus, l'Ukraine et la Russie, une fois qu'il était clair que ces pays étaient devenus indépendants, que c'était la fin, là, de l'Union soviétique. On peut vraiment remonter aux négociations continues sur la flotte de la mer Noire et comment elle a été utilisée pour mettre le pied en Ukraine avec les politiques qui se sont terminées avec le traité de la flotte de la mer Noire de 97, aussi la Révolution orange et l'ingérence russe pour essayer de falsifier les résultats en faveur de Yanukovych. Et puis, il y a eu la crise de 2006. Et puis, une guerre permanente de propagande, de subversion, de corruption d'acteurs locaux en faveur de la Russie. Une guerre des espions aussi entre les pays. Et puis, bien sûr, le côté russe peut utiliser beaucoup de fragilité institutionnelle du côté ukrainien. Et puis, bien sûr, 2014, la première escalade militaire entre les deux pays, avec l'occupation de la Crimée, avec l'occupation du Donbass aussi, le premier accord de Minsk qui s'est suivi en septembre 2014, le deuxième accord de Minsk de février 2015, avec les deux premiers cessez-le-feu qui n'ont pas mis fin à la guerre. Et par conséquent, du fait du processus de Minsk II, seulement, la Russie et l'Ukraine avaient plus de 200 séries de contacts pour négocier les termes exacts de la mise en œuvre du traité. Et il y a eu 20 cessez-le-feu, 20 accords indépendants de cessez-le-feu entre les deux parties qui, bien sûr, n'ont mené nulle part. L'interprétation par les Russes des accords de Minsk signifie que Minsk a accordé à la Russie la possibilité de mettre le pied dans les affaires politiques intérieures du Bélarus, et la Russie avait déjà formulé des textes législatifs qu'elle a exigé que l'Ukraine mette en œuvre afin de créer des régimes travaillant pour la Russie sur le sol ukrainien, avec une quasi-fédéralisation de l'Ukraine. Mais d'un autre côté, l'Ukraine a vu les accords de Minsk comme un accord permettant, en fin de compte, la réintégration du Donbass. L'escalade et la formulation plus abrupte de la politique russe est venue en 2021, lorsque Poutine a publié son article concernant l'unité ukrainienne des peuples ukrainiens et russes. En gros, il y décrivait l'Ukraine comme un accident de l'histoire qui n'aurait jamais dû se produire. Et le fait de revenir sur cet accident de l'histoire serait l'objectif principal de la politique étrangère russe dont il faudrait s'occuper. Et si vous vous penchez sur l'ensemble des discours de Poutine lorsqu'il a reconnu les différentes républiques, lorsqu'il a déclaré la guerre à l'Ukraine, avec le discours
d'annexion des territoires occupés. Ces discours devant aussi l'Assemblée russe en novembre l'an dernier, qui était assez révélateur, son discours concernant l'état de la nation, son discours récent, tout cela réitère le fait que l'Ukraine ne devrait pas exister, que les Russes et les Ukrainiens ne font qu'un et qu'ils doivent mettre cela en pratique. Et cela se traduit par les deux buts de la guerre, la dénazification et la démilitarisation. La dénazification, c'est l'éradication de l'élite intellectuelle, culturelle, politique, sécuritaire de l'Ukraine. Tous ceux qui soutiennent une Ukraine indépendante, et la démilitarisation, ça veut dire que le pays serait vulnérable à la pression militaire de la Russie, qui pourrait ensuite faire appliquer ses exigences par la force militaire. Et si vous regardez les pratiques de la Russie en tant que puissance occupante, vous voyez cela se dérouler. Malgré l'euphémisme de ces camps en tant que camps de filtration, on filtre les éléments qu'on ne souhaite pas conserver dans la société. La mobilisation forcée sur les territoires occupés pour sortir les hommes et les envoyer à des tâches suicidaires sur le front afin de mettre fin à la lignée de la population mâle sur les territoires occupés. Il n'y a aucun autre territoire de la Fédération de Russie, il n'y a aucun autre territoire dans la Fédération de Russie qui ait un taux de mobilisation aussi élevé que les territoires occupés d'Ukraine, et on voit aussi cela dans les violences sexuelles et contre les enfants perpétrées par les soldats russes qui violent les femmes et les enfants pour les décourager d'avoir d'autres relations sexuelles pour ne pas qu'ils aient d'enfants. On ne souhaite pas qu'ils puissent repeupler l'Ukraine, donc qu'ils n'aient pas d'enfants. Et dans les territoires occupés, par les Ukrainiens, vous pourriez disparaître le lendemain avec des personnes qui ont été exécutées de façon arbitraire parce qu'on pense qu'ils pourraient être représentants de l'armée ukrainienne ou bien qu'ils pourraient cacher des symboles ukrainiens sur eux. Et donc, c'est une politique qui est appliquée, qui montre l'ampleur de la radicalisation des politiques post-soviétiques en Russie. Et cela depuis une dizaine d'années. Cela montre aussi que les buts de la guerre russe traitent plus de l'identité russe que de l'Ukraine, et dans l'identité, il y a des facteurs irrationnels tels que l'histoire, la façon dont on traite son histoire, c'est plus que des objets tangibles et négociables comme la sécurité, la transparence, des mesures de construction de la confiance, le désarmement, etc. On peut négocier sur ce que je viens d'évoquer, mais on ne peut pas négocier sur l'identité. Si l'élite russe, et il n'y a pas que Poutine, si l'élite russe souffre d'un certain syndrome selon lequel la nation russe ne peut pas exister sans avoir le contrôle des territoires qui appartiennent maintenant à un autre État, parce qu'ils faisaient auparavant partie de votre État, c'est très difficile de traduire cela en exigences rationnelles, et cela rend les négociations extrêmement difficiles. Et puis, enfin, je reviendrai à la troisième étape de la politique étrangère russe, la question de la grande puissance. Si vous en revenez au 17 décembre 2021, quand la Russie a avancé une proposition de mesures d'assurance sécuritaire sur la table en envoyant une aux États-Unis et une à l'OTAN, vous avez un aperçu formel du genre d'ordre que souhaiterait la Russie. Une interdiction notamment de relations sécuritaires entre l'OTAN et des pays que la Russie perçoit comme étant dans sa sphère d'influence, le retrait de l'élargissement de l'OTAN, de facto parce que l'on retirerait tous les atouts militaires, un retrait des armes nucléaires américaines de l'Europe pour
rendre l'Europe plus sujette au chantage. Conquérir l'Ukraine n'est pas le but ultime, mais du point de vue de Moscou, c'est la pierre angulaire la plus importante pour refaire de la Russie une grande puissance. Plus tard, la Russie devrait se battre pour conquérir 80% de l'Ukraine si elle a conquis l'Ukraine et cela, par la force militaire, cela redevient une grande puissance. Et donc, on voit à quel point la Russie agit sur ces 3 axes. Mais en signant un cessez-le-feu, en gelant le conflit, en opérant un retrait de ses objectifs maximalistes, en gros, Moscou verrait ses buts identitaires et ses buts permettraient d'assurer ses objectifs aussi visant à faire de la Russie à nouveau une grande puissance. Et je ne vois pas Poutine ou quelqu'un d'autre au Kremlin comme étant prêt à faire cela, parce qu'il ne souhaite pas s'empêcher de redevenir une grande puissance. Alors maintenant, l'autre camp, les buts de la guerre de l'Ukraine, eh bien, c'est principalement la survie. Mais il faut opérationnaliser la survie. La survie a une dimension sécuritaire. Il faut pouvoir résister à une autre agression russe ou à toute autre tentative par la Russie de mener une autre guerre dans 1 ou 2 ans. Et cela, c'est le problème le plus pressant pour les Ukrainiens. Si vous parlez aux Ukrainiens, non seulement les responsables politiques, mais l'homme de la rue, l'homme et la femme de la rue, si vous leur demandez ce qu'ils pensent de la guerre ou quel devrait être l'état final de la guerre, ils disent qu'il faut mener cette guerre maintenant pour que nos enfants ne doivent pas la mener à nouveau dans leur plus grand âge. Alors, bien sûr, les humbles hommes et femmes de la rue ne peuvent pas opérationnaliser les types de conditions sécuritaires qu'il faut mettre en œuvre pour que la Russie ne revienne pas mettre en cause l'avenir de leurs enfants dans 20 ou 30 ans. Mais en tout cas, voilà le souhait principal des Ukrainiens et c'est assez bien partagé dans toute la société. Cela signifie qu'il faut avoir le droit de maintenir ses propres forces. Au mieux, l'intégration dans les structures sécuritaires euro-atlantiques parce que cela augmenterait le coût pour la Russie de faire une autre tentative de conquête de l'Ukraine et puis une viabilité économique. Étant un État, l'Ukraine a sa propre économie indépendante, ses propres structures de marché que la Russie ne pourrait pas exploiter, avoir accès à des voies d'exportation, à la mer Noire par exemple, etc. Le territoire, c'est une dimension très importante dans la définition des Ukrainiens de ce que devrait être l'état final parce que l'Ukraine a connu le fait que les territoires contrôlés par la Russie en Ukraine sont un tremplin parfait pour une agression militaire. Au mieux, ils ne souhaitent pas de ligne de démarcation ou de tels édifices sur leur sol qui autoriseraient la Russie à se voir comme le protecteur d'un tel ou un tel sur le territoire. Et donc, on voit que l'annexion de la Crimée a été un très bon tremplin pour une opération terrestre, mais aussi aérienne. C'est de là qu'on bombarde les Ukrainiens jour et nuit. Et une zone grise où il n'y aurait aucun droit, où le statut ne serait pas clair, serait utilisé pour faire du mal à l'Ukraine à l'avenir. Et puis, l'Ukraine sait qu'il n'y a pas de solution à l'Allemagne de l'Ouest pour cela. Certains en ont parlé d'avoir une sorte d'Ukraine de l'Ouest, et puis ensuite, il pourrait y avoir une sorte de réunification des territoires occupés après la mort de Poutine, une fois que la Russie aura surmonté le fait que c'était probablement une mauvaise idée de lancer cette guerre au début. Mais le problème pour les Ukrainiens avec cela, c'est qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'Ukraine de l'Est comme il y avait une Allemagne de l'Est. Il y avait encore une Allemagne de l'Est à l'époque, parce que même si il y a eu un changement des programmes scolaires en Ukraine, on a déporté les enfants en Russie, il y a un lavage de cerveau, et donc toute l'identité ukrainienne des personnes dans l'Est du pays a été détruite, et
la Russie envoie de nouveaux colons pour occuper les territoires vidés de ceux qui ont été envoyés en Russie ou qui ont fui. Donc la composition ethnique, si vous regardez la composition ethnique de la Crimée, on voit qu'elle a déjà changé substantiellement. Et ils savent qu'encore dans 1 ou 2 ans, la composition ethnique des zones occupées aura aussi changé substantiellement. Ça n'est pas une question d'Allemagne de l'Est, d'Allemagne de l'Ouest. Si vous prenez la comparaison allemande, c'est entre Kaliningrad et Königsberg. Ça ne sera plus jamais une cité allemande. Tous les Allemands le savent. Et si Mariupol reste telle qu'elle est, ça ne redeviendra plus jamais une ville ukrainienne. On sait aussi que, par exemple, la Crimée, si elle était démilitarisée, sous contrôle international, on pourrait parler d'autre chose, mais il y a encore une certaine élasticité dans une certaine mesure ici, mais globalement, ils souhaitent pouvoir décider de leur indépendance dès maintenant dans la guerre. Et puis, quatrièmement, et ça c'est un moment très difficile pour négocier actuellement, mais il y a de plus en plus de pertes. Il y a l'élément de justice dans les buts ukrainiens de la guerre. C'était défini de façon très floue au début de la guerre, mais cela devient de plus en plus fort alors que des atrocités sont commises dans les zones occupées. Et du point de vue ukrainien, s'il y a une paix et que l'on va à Berlin, et on ne peut pas simplement rencontrer toutes les personnes qui ont ordonné tous ces crimes horribles sur notre territoire et leur serrer la main. On ne souhaite pas les retrouver là-bas. Une fois la guerre terminée. Donc, si vous regardez les 2 types d'objectifs de la guerre, normalement, on peut dire, voilà le but d'une nation A, le but de la nation B d'un côté, on peut vraiment trouver un terrain d'entente et on trouve un cessez-le-feu. Mais là, on voit que c'est particulièrement impossible, voire extrêmement difficile dans ce cas-là, et on n'a même pas encore fait d'aparté sur les obstacles juridiques. Par exemple, le fait que la Russie a passé un amendement constitutionnel en 2018 pour dire que aucun territoire russe ne doit être rendu à qui que ce soit. Et comme la Russie a annexé 5 des oblasts ukrainiens, elle n'en contrôle entièrement qu'un seul, la Crimée, mais dans son propre système juridique, elle les a annexés, et donc cela met fin à toute négociation. D'un autre côté, l'Ukraine a une loi selon laquelle toute proposition de traité de paix avec la Russie devrait passer par un vote populaire. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être expliquées à des experts de la politique étrangère et des diplomates. Cela serait inexplicable à la population. Et donc, il y a des obstacles techniques également, mais je crois que les obstacles intellectuels sont que les obstacles juridiques et techniques sont oubliés quasiment. Mais donc, la guerre va se poursuivre. Mais comment ? Depuis qu'on a écrit un article sur une situation de pâte comme aux échecs, eh bien on parle de guerre statique, de guerre des tranchées, et c'est en partie vrai, mais c'est surtout maintenant une guerre d'attrition. Les 2 parties connaissent des problèmes pour reprendre l'initiative et capitaliser sur le moment pour avoir une guerre de mouvement, pour exploiter une percée avec des opérations décisives contre l'autre camp. De façon prédominante, c'est à cause du progrès technologique, du fait de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des drones, de la guerre électronique, etc. On sait ce que va faire l'autre camp avant que l'autre camp exécute un ordre. Votre artillerie rapide peut cibler très rapidement ce que fait l'autre camp et ceux qui survivent aux tirs d'artillerie seront abattus par des drones. Mais le fait est que les moyens ne sont pas illimités. Ici, par exemple, vous voyez les chars de combat disponibles. La Russie a augmenté régulièrement son
nombre de modèles T90M pour cette année. Ils vont probablement en produire 200 dans l'année. La grande majorité des chars de combat vient des dépôts. La Russie rénove des anciens chars de la guerre froide qu'avait accumulé l'Union soviétique au fil des décennies. Et cela représente entre 800 et 1000 chars de combat par an actuellement. Donc, cela permet de venir alimenter l'effort de guerre. Côté ukrainien, l'Ukraine récupère ce qui reste des pays d'Europe centrale de l'OTAN qui faisaient leur transition des matériels du pacte de Varsovie au matériel de l'OTAN. En 2022, donc, il y a eu pas mal de livraisons. Il y a eu beaucoup de matériel hérité de la guerre froide qui a été rénové. Et tout ce matériel va arriver à sa date d'expiration, en gros, cette année. Et si vous regardez les transports de troupes blindées, là, c'est en gros la même situation. Là, vous voyez à gauche ce qu'a reçu l'Ukraine. Et là, à droite, vous voyez ce qu'a la Russie. Là, les choses sont un petit peu mieux positionnées pour l'Ukraine. L'Ukraine a reçu beaucoup d'anciens matériels de ce que l'on appelait la guerre contre le terrorisme mondial, des transports blindés légers, pas mal qui venaient dans les anciens alliés soviétiques, qui passaient aux normes OTAN, et puis aussi un petit peu de matériel comme des Marder et des Bradley qui venaient du fait que l'on avait réduit la taille des arsenaux après la guerre froide en Europe de l'Ouest et aux États-Unis après la fin de la guerre froide. If you see the year, alors si on regarde les années, on voit que du côté occidental, ce qui est en vert, c'est cette année 2024. Les montants ukrainiens sont plus faibles que les montants russes parce que les Russes ont une industrie d'armement qui se maintiennent et les chars peuvent être restaurés, ils sont réparés et ils sont réinjectés au service des forces armées, alors que du côté ukrainien, les Ukrainiens dépendent de dons qui leur sont faits et ces dons, c'est essentiellement des véhicules abandonnés ou des reliquats de flottes qui arrivent au terme de leur cycle de vie, comme pour les anciens chars soviétiques. Il n'y a pas d'industrie de la défense telle qu'une production puisse être utilisée par l'Ukraine dans la guerre. Pour ce qui est des munitions, le problème se pose également, mais pour l'Ukraine, on voit les pertes subies par les deux parties, en rouge par la Russie et en bleu par l'Ukraine. On voit que l'Ukraine a su maintenir en sa faveur le taux d'usure. Sur le plan militaire, c'est en soi une bonne chose. Si celui qui vous attaque subit et suit de lourdes pertes. Mais si l'on voit ce qui se passe du côté des pertes ukrainiennes par rapport à ce que l'Ukraine reçoit en renfort, et vous faites la même chose pour les Russes, on voit que les Russes n'arriveront pas à complètement compenser les pertes de 2 ou 3 ans de guerre, mais enfin, en tout cas, ils arrivent à reconstituer partiellement les pertes subies pendant la guerre, alors que du côté ukrainien, eh bien, le matériel commence à s'épuiser, et cette année qui vient sera particulièrement difficile parce qu'il n'y a pas de programme prévu pour construire les véhicules de combat dont l'Ukraine a besoin, tout ce qu'il y a, et en plus tout ce qui est matériel d'occasion, disons de deuxième main, touche également à son terme. Pareil pour les munitions, l'Ukraine l'année dernière a tiré 2,4 millions de cartouches et autres munitions de calibre militaire. Dont 1,5 million venait des stocks. Les Américains ont produit quelques 300 000 cartouches
et l'Europe 650 000. On arrive, et la moitié a été livrée à l'Ukraine, le reste à l'exportation. Et la capacité de production de cartouches donc, a augmenté cette année, puisque les Américains devraient être en mesure de produire 600 000 cartouches et les Européens environ 1,2 million de balles et autres cartouches et munitions. Mais les stocks qui ont approvisionné l'Ukraine sont en train de s'épuiser et on n'a pas à reconstituer les volumes de production. En tout cas, d'ici à la fin de l'année, on n'aura pas reconstitué les niveaux de l'année dernière et il y aura donc un déficit d'équipement militaire, aussi bien donc pour les véhicules que pour les armes et les munitions. Alors pour ce qui est justement des chars de combat et des véhicules de combat, les véhicules d'infanterie, ce sont évidemment ces véhicules-là qui sont les plus qui se détruisent les plus vite. Les systèmes de défense aériens, eux, ne disparaissent pas puisqu'ils sont relativement bien protégés. Pour les systèmes d'artillerie, vous avez c'est simplement les cartouches qui sont et les munitions qui sont critiques. Les Russes ont recours justement à ces munitions produites par les Nord-Coréens, pas pour leur qualité, mais par leur nombre. Pour les véhicules d'infanterie, évidemment, quand un véhicule est détruit, il est détruit définitivement. On peut pas le réparer. Les systèmes d'artillerie, eux, peuvent être endommagés, mais réparés. C'est la différence. Donc ça pose vraiment problème. Et du côté de l'Europe occidentale, ce problème-là n'a pas été traité ni par une solution industrielle, ni d'ailleurs en cherchant d'autres matériels qui pourraient compléter leurs moyens. Alors, la bonne nouvelle en quelque sorte, c'est que l'Ukraine a relancé son industrie de la défense, puisque l'Ukraine produit pratiquement 50 véhicules de combat d'infanterie par an, même si l'Ukraine en a perdu 700, donc 50 par rapport à 700, ça ne paraît pas beaucoup s'il s'agit de reconstituer ces véhicules, mais enfin quand même 50, ça représente plus que tout ce que le reste de l'Europe produit pendant la même période. Donc ça vous donne une idée des volumes produits par l'Ukraine dans son industrie de l'armement, pour ce qui est aussi bien des véhicules donc, que d'autres armes. Alors, sur le plan de la production industrielle, on peut imaginer qu'après 2026, on arriverait à des productions à rythme de croisière, puisque l'Ukraine sera déjà en mesure de commencer à relancer sa production cette année. Mais pour arriver à des productions en série, disons vraiment en quantité industrielle, il va falloir attendre 2026. Et d'ici là, il faut quand même protéger les villes ukrainiennes, parce que sinon les usines où sont produits ces armements, ces usines seront elles-mêmes visées et détruites. Et d'ailleurs, lors de réunions européennes, c'est justement des missiles de défense aérienne qui sont sollicités pour protéger ces usines et autres installations industrielles. Alors, on ne sait pas combien de patriotes on pourra livrer à l'Ukraine, mais c'est cela qui déterminera l'issue, en tout cas le maintien de l'Ukraine dans la guerre actuelle. Donc c'est un petit peu ainsi que se dessine la progression de la guerre. Ce n'est guère rassurant. Cela étant, les scénarios apocalyptiques ne sont pas justifiés dans la mesure où les choses peuvent encore rebondir sur le plan militaire. Il y a essentiellement un problème militaire, financier d'ailleurs pour les États membres, mais rien n'est impossible, rien n'est infaisable. Par contre, on peut écarter tout de suite, c'est les options dites normales. Espérer un cessez-le-feu, par exemple. Là, c'est illusoire et pourtant, dans le monde occidental et notamment à Berlin et à Washington, même encore aujourd'hui, on imagine que tôt ou tard, un cessez-le-feu sera déclaré en avril à Washington, donc avant la contre-offensive. L'ambiance à Washington, c'est de dire qu'il y aura une contre-offensive, Poutine négociera et tout ira bien. Ça ne s'est pas passé. Et quand bien même la
contre-offensive eût été couronnée de succès, que Poutine aurait poursuivi sa guerre d'usure jusqu'au bout. Mais de toute façon, avec sa contre-offensive, l'Ukraine n'a pas réussi à contrer justement l'offensive russe. Et donc, on n'en est pas là de toute façon. Mais on reviendra, et là, on en parle toujours. En avril 2022, rappelez-vous, il y avait des négociations. On a vu on a vu l'écart entre les positions des deux parties. Et c'était pas un cessez-le-feu qui attirait les Russes. Ce qu'ils voulaient, c'est que la Russie voulait qu'il n'y ait que 80 000 soldats et réduit quasiment à néant les véhicules de combat, les chars de combat. Enfin, essentiellement, la Russie voulait complètement démilitariser l'Ukraine, en tout cas la rendre incapable de réagir à toute autre attaque. Ensuite, la Russie voulait des garanties de sécurité contraignantes sur tous les États voisins. C'est-à-dire que la Russie avait un veto, c'est-à-dire que si l'Ukraine était attaquée, les autres pays voisins ne pouvaient pas réagir. Mais dans la proposition russe, il était prévu que les ventes d'armes à l'Ukraine par l'Occident étaient interdites. Donc, de toute façon, il suffisait d'attendre et l'armée ukrainienne allait se dégrader jusqu'au moment où elle serait parfaitement vulnérable à une nouvelle attaque. La Russie, d'ailleurs, ne voulait pas ne rien dire sur les territoires occupés. Il faut dire que l'Ukraine espérait pouvoir négocier un retour aux frontières du 23 février, mais la Russie ne voulait pas en entendre parler. Et maintenant, la Russie a formellement annexé 4 Donbass de plus. Et donc, de toute façon, la proposition n'a pas abouti au moindre compromis en avril 2022. Et évidemment, les enjeux se sont encore plus accentués. Alors évidemment, on parle toujours d'un cessez-le-feu possible, de négociations. En fait, les Russes se servent de cela de manière très habile parce qu'ils savent que dans le monde occidental, la diplomatie est considérée comme une forme plus civilisée que la guerre, quelque chose qui dépasse, qui peut transcender la guerre, qui peut y mettre fin, alors qu'en Russie, la diplomatie est un outil, est un instrument qui permet on ouvre des négociations pour créer des conditions favorables à l'action militaire et non pas pour y mettre fin, au contraire. Et donc, c'est un petit peu, c'est comme Milosevic avait mené ses propres négociations dans sa guerre contre la Bosnie. Vous vous rappellerez que le plan Franz Stoltenberg ou Von Sowen pour la Bosnie, il était prévu, il y avait des négociations qui permettaient, qui occultaient la situation militaire au monde occidental. Et sur le terrain, le Belgrade avait l'avantage et avait évidemment des arsenaux considérables qui venaient de l'armée populaire yougoslave, et alors que les Croates et les Bosniaques n'avaient rien, et il y avait l'embargo sur les armes. Et donc, tant qu'il y avait des négociations avec un embargo, on peut faire tout ce qu'on veut sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Puis l'OTAN est intervenu en 1994, et à cause de cette intervention, la Republika Srpska était au bord de l'effondrement, et tout d'un coup, évidemment, on a signé l'accord de Dayton. Alors, je ne dis pas que les termes de l'accord n'avaient pas été négociés en amont, ils avaient été bien avant, mais enfin, ils n'ont été réellement négociés que lorsque la Serbie était en train de perdre sur le terrain. Même chose avec Poutine. C'est un Milosevic avec des armes nucléaires. Le problème, c'est que l'Ukraine essaie de se retrouver dans la situation où les Croates et les Bosniaques se trouvaient en 1995. Évidemment, ils ne vont pas y arriver. Alors, je ne dis pas que ce soit totalement impossible, mais enfin, disons que ce n'est pas une tâche aisée. Maintenant, il y a une autre chose dont on parle, c'est cet accord de territoire pour la paix. C'est-à-dire que on met un terme à la guerre, une partie du territoire est perdue, mais le reste pourra être intégré à l'OTAN et tout ira bien. Alors évidemment, ce genre de discussion sur le modèle de l'Allemagne de l'Ouest est vu d'un point de vue différemment en Ukraine, parce qu'il n'y a pas d'Ukraine de l'Est et d'Ukraine de l'Ouest, alors qu'il y avait une Allemagne de l'Ouest et une Allemagne de l'Est. Et quand que la guerre continue, de quel territoire parle-t-on? Qu'est-ce qui est un territoire OTAN, en tout cas couvert par l'Alliance, si tant est qu'on promet l'adhésion à l'OTAN. Et en l'absence d'un cessez-le-feu, il n'y aura pas de ligne de démarcation acceptée ou reconnue.
Et donc, en l'absence de ces lignes de démarcation, il devient sur le plan politique impossible de diviser l'Ukraine entre deux zones, ou même avoir une zone grise entre les deux. Et ceux qui ont l'expérience de pays divisés pourront en témoigner. Et puis, finalement, si l'on essaye de donner, d'introduire l'adhésion à l'OTAN comme étant, ou en tout cas une garantie d'adhésion à l'OTAN comme outil de négociation, vous vous rappelez que ça n'irait pas tout seul. La Grèce avait bloqué l'entrée de la Macédoine, la France et la Bulgarie avaient empêché l'entrée de la Suède. Enfin bon, il y avait... alors ici, vous pensez, pour l'Ukraine, ça n'est pas évident puisqu'il y a des pays qui s'y opposeraient. Alors, les pays d'Europe disent oui, l'Ukraine devrait pouvoir entrer dans l'OTAN, devoir se protéger, être protégée par l'OTAN. Mais enfin, tant que la guerre est en cours, si vous faites intervenir une zone grise dans laquelle l'article 5 n'est pas d'une clarté limpide dans la mesure où il y a des troupes d'occupation, la ligne de démarcation n'est pas définie, il y a des territoires en transition. Là, évidemment, c'est un terrain idéal pour la Russie parce que c'est là qu'elle peut jouer à l'apprenti sorcier. Vous n'avez pas une invasion à part entière qui permettrait de lancer une riposte de l'OTAN au titre de l'article 5. Mais là, on a une situation où la garantie de l'article 5 n'a plus d'effet. Alors, sur le plan politique, alors évidemment, dans la presse, on en parle de manière très légère, mais dans la pratique, ce serait très difficile à mettre en œuvre. Alors, par contre, il pourrait y avoir des garanties bilatérales de sécurité. Ça, ce serait possible, pas par rapport à l'OTAN, mais il faut quand même se rappeler que tous les traités d'assistance militaire que l'Ukraine a convenu avec d'autres pays, ce sont des mesures d'assistance et pas de protection ou des garanties de sécurité. Aucun pays européen n'est disposé à donner une garantie de sécurité et à s'engager à intervenir dans la guerre en cas d'attaque de la Russie. Aucun pays d'Europe ne veut le faire et en fait, il serait assez difficile de le faire pour des tas de pays, quand bien même ils voudraient le faire. Pourquoi ? Parce que la beauté d'organisations comme l'OTAN, une sécurité collective, c'est que si une partie vous attaque, alors c'est tous contre un, c'est-à-dire que tous les autres membres de l'Alliance s'engagent. On n'a pas besoin de s'interroger sur ce que sera la réaction des autres. Il y a des plans de défense, on connaît le scénario, ce qui se passerait au cas où un pays est attaqué. Enfin, il y a plusieurs scénarios possibles. Par contre, si vous n'avez que des garanties bilatérales de sécurité en cas d'agression, les Français ne savent pas ce que les Allemands feront et vice-versa, les Américains ne savent pas ce que les Européens feront. Aux États-Unis, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Avec Trump, on ne sait pas ce que sera son attitude, ce qui rend les sécurités bilatérales de sécurité sont particulièrement vulnérables et peu propices à la sécurité, justement. Et c'est la raison précise pour laquelle il n'y a que des mesures d'assistance en matière de sécurité, parce que les pays n'ont pas de mandat intérieur pour apporter un soutien. Il n'y a pas non plus, par exemple, de division allemande qui pourrait permettre de sécuriser une zone, mais de toute façon, les pays ne peuvent pas assurer seuls la sécurité. Le seul pays qui pourrait le faire, ce serait les États-Unis, mais ils n'ont pas le mandat pour le faire. Donc, finalement, ce qui reste, ce serait quelque chose qui a été proposé, mais qui est irréaliste. C'est ce qu'on appellerait une neutralité, de faire de l'Ukraine un État neutre. Il faut bien voir que tous ces concepts du passé sur les États tampons, le fait d'avoir des zones, disons, grises, tout ça suppose que la Russie soit un acteur rationnel et qui souhaite simplement assurer sa propre sécurité passive. Mais maintenant, on sait très bien que ce n'est pas le cas, puisque tout concerne cette démarche irrationnelle de l'identité russe avec un grand I, alors qu'il faut savoir que pendant la guerre froide, et moi en tant qu'Autrichien, j'y suis plus sensible peut-être d'Américain, pendant la guerre froide, il était très difficile de maintenir la neutralité des États. C'était pas du tout, ça ne collait pas dessus. C'est les Américains qui ont rendu cela possible. C'était dans l'ADN géopolitique des États-Unis que les pays opposés à l'Union soviétique, et je ne parle pas de toutes les démocraties, tous les pays contre l'Union soviétique
méritait le soutien et l'appui des États-Unis. Le principal bénéficiaire de l'aide militaire américaine dans les années 50 et 40, c'était la Yougoslavie, après la séparation de Tito du reste du bloc soviétique. Et puis, il y avait des consultations entre l'état-major des services de Tito et de Montgomery, qui était le commandant méditerranéen de l'OTAN, sur la façon de contrer une agression russe contre l'OTAN et la Yougoslavie. L'Autriche, il y avait une garantie donnée explicite à l'Autriche pour la protection de l'Autriche en cas d'invasion russe, à la suite de l'invasion de 1956 de la Hongrie. Même chose pour la République tchèque, où il y avait des consultations militaires, de même qu'avec la Suède, autour d'une réaction éventuelle, une réaction à une éventuelle agression russe. Et l'armée de l'air suédoise avait été associée à un programme de réaction avec les États-Unis en cas d'agression russe. Il y avait des relations clandestines entre les États-Unis et la Finlande. L'Autriche, l'Österreich disait que ce n'était pas un acte de neutralité, c'était une loi de neutralité de 1955 dans lequel l'État autrichien, avait des dispositions qui s'appelaient Landschutzverbot. On n'avait pas le droit d'avoir de ligne militaire avec l'Allemagne, on ne pouvait pas avoir d'alliance ni militaire ni douanière avec l'Allemagne, mais rien n'empêchait d'avoir de telles alliances avec d'autres pays. Et quand on voit ce qu'était l'ordre de bataille de la guerre froide, à cette époque-là, pendant la guerre froide, il y avait 3 commandements, le Nord, le Centre et le Sud. Au Sud, le siège était à Rome, c'était Montgomery qui était le commandant du flanc Sud, mais la ligne de frontière entre le Sud et le Sud, est-ce que c'était les Alpes? Non, c'était la frontière austro-allemande, parce que l'Autriche ne pouvait pas avoir d'alliance militaire avec l'Allemagne, mais il y avait donc cette frontière qui était dessinée ici, et évidemment c'était le front sud qui allait apporter le soutien en cas d'agression. Alors évidemment, tous les pays non alignés étaient censés être protégés, même militairement, mais cette époque est révolue, surtout parce que Trump maintenant mène les sondages dans les élections présidentielles américaines, et alors avec Trump, on ne peut pas compter sur les États-Unis pour garantir la neutralité de l'Ukraine. Il faudrait un mécanisme clair, même si on n'est pas d'accord sur le plan formel avec toutes les dispositions d'un tel mécanisme, il faut quand même avoir la connaissance informelle de la situation et savoir que, au bout du compte, les États-Unis, en cas d'urgence, seront quand même de notre côté, se viendront à notre secours. Mais ça, c'est pas du tout gagné. Alors, on peut parler de ces hypothèses dans la presse, dans les articles d'opinion, mais dans la pratique, ceci est complètement irréaliste. La mauvaise nouvelle, c'est que la guerre va se prolonger pendant des années. Et quand bien même la guerre devait s'arrêter, il n'y aurait pas la paix. La guerre a véritablement ancré les opinions anti-occidentales dans l'âme russe. La guerre a radicalisé la société russe à telle enseigne, à un niveau tel que nous ne l'avons jamais vu par le passé. L'appareil militaire russe est impliqué dans des affaires, dans des crimes de guerre et avec des véritables actions génocidaires sur le front. Quand on s'est engagé à ce point-là, et moi, croyez-moi, en tant qu'Autrichien, je peux vous dire que, je peux vous le garantir, on s'accroche à chaque mensonge, quel que soit. Si vous avez commis les crimes que la Russie a commis dans les zones de guerre, on ne se regarde plus jamais dans la glace, quels que soient les mensonges qu'on peut raconter, la grossièreté de ces mensonges. On préfère s'accrocher à ces mensonges que regarder en face la réalité. On s'accroche à ces mythes
pour défendre, pour poursuivre sa démarche. En 1945, les Russes ont bien été obligés de céder parce qu'ils ont été occupés, mais la Russie ne sera jamais occupée par des forces adverses. Et donc, vous avez toute la recette pour que l'affrontement militaire se maintiendra. Il n'y aura donc pas la paix, même si la guerre elle-même cessait, il n'y aura pas la paix. Je m'en tiendrai là.